Des cabanes isolées au milieu des bois, des tueurs sanguinaires et cruels. C'est un vieux cliché de l'horreur. Cependant, leur origine, les véritables affaires de personnes assassinées dans des cabanes, ne sont pas de simples clichés d'horreur. C'est une réalité. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons examiner seulement 3 de ces affaires. Et même si chacune a un contexte légèrement différent, la nature glaçante des crimes reste la même. Lou Anne Cox. Avant les années 1990, Lou Anne Cox était décrite comme une travailleuse acharnée qui prenait soin d'elle et gardait sa maison propre. On remarquait aussi qu'elle collectionnait des objets souvenirs Pepsi, et ses amis ainsi que sa famille la décrivaient comme quelqu'un de, je cite, agréable, amical, et qui essayait toujours d'aider les gens. Mais la vie de Lou Anne a commencé à lui échapper lorsque son mariage a pris fin à la fin des années 80, et son entourage a commencé à remarquer un changement radical dans son comportement. Avec la fin de son mariage et la procédure de divorce en cours, Lou Anne a commencé à vendre toutes ses best-sellers et toutes ses affaires et à utiliser l'argent pour acheter de la drogue. Avec le recul, sa mère Mary Oxley pensait que ce mode de vie avait débuté après que sa fille ait été blessée dans un grave accident et ait commencé les antalgiques puissants. Dès lors, pensait-elle, la dépendance a grandi. Lou en demandait sans cesse de l'argent à sa mère, empruntant généralement $20 à chaque fois, mais Mary craignait que l'argent qu'elle lui donnait serve directement à acheter de la drogue. Alors elle s'est mise à acheter elle-même les choses dont Lou Anne avait besoin, que ce soit de l'essence ou de la nourriture. En 1995, juste un an avant qu'on la retrouve morte, Lou Anne a été arrêtée pour possession de cocaïne. À ce moment-là, son père était au stade terminal d'une maladie incurable, ce qui n'a fait qu'aggraver la dépendance de sa fille à la drogue. Sa famille a raconté qu'elle se présentait à l'hôpital dans un mauvais état physique et avec un comportement changé, se souvenant qu'elle arrivait avec des yeux au beurre noir, semblant avoir été battue et épuisée. Cependant, cette toxicomanie avec laquelle Lou Anne luttait n'était que le début de sa déchéance. Le pire restait à venir. Le 9 mars 1996, à 11h30 du matin, un employé du lac Prairie Creek, dans l'Indiana, remarqua quelque chose dans les herbes près des pistes de moto à l'extrémité sud-ouest du réservoir. Pensant d'abord que quelqu'un avait simplement jeté des déchets, l'employé s'approcha pour vérifier et fut horrifié de découvrir le corps nu d'une femme enveloppée dans 2 couvertures. Lorsque les autorités arrivèrent sur les lieux, elles constatèrent que la victime avait été violemment battue et étranglée avec une corde fine ou un fil, et qu'elle était morte depuis environ 6 à 8 heures. Elle avait été agressée sexuellement, bien qu'aucune preuve acide désoxyribonucléique n'ait pu être recueillie sur son corps. Grâce au tatouage Pepsi sur sa cheville gauche, elle a vite été identifiée. C'était Lou Anne Cox, 42 ans. Juste 2 jours après la découverte du corps de Lou Anne, le personnel du Mabel's Motel a appelé les autorités pour leur dire qu'elle avait récemment séjourné dans leur établissement. Le motel était composé d'une série de cabanes en rondins disponibles pour des nuitées. Selon les rapports, le personnel vigilant du motel avait remarqué la photo de Lou Anne dans le journal, alors ils avaient contacté les forces de l'ordre. Une femme de ménage avait découvert que plusieurs couvertures manquaient dans l'une des cabanes, puis avait trouvé une tache de sang sur le matelas. Ces découvertes ont été faites dans la cabane voisine de celle louée par Lou Anne. Le personnel a indiqué que la femme de 42 ans s'était enregistrée tôt vendredi au motel et avait rendu la clé le soir même. Cependant, elle est réapparue à la réception à 3h30 du matin le samedi, 8 heures avant que son corps ne soit retrouvé, et a demandé la clé de la même cabane. Lorsque le personnel lui a refusé l'accès, ils l'ont vu s'éloigner dans l'obscurité en direction de la cabane. Cependant, cette piste ne s'est pas révélée aussi utile aux enquêteurs qu'ils l'auraient espéré, car au moment où ils sont arrivés sur les lieux, elle avait déjà été effacée par les femmes de ménage de l'hôtel. Des tests, acide désoxyribonucléique, ont plus tard révélé que le sang sur le matelas était celui de Lou Anne, mais aucun acide désoxyribonucléique du meurtrier ou d'une autre personne présente n'a été retrouvé.
En quelques jours, la police a localisé et interrogé l'homme qui avait loué la cabine adjacente où le sang avait été retrouvé. L'homme, dont le nom n'est pas cité dans les articles sur le meurtre de Louann, était arrivé vendredi et reparti vers 10 h du matin. Le matin du samedi 9 mars. Cet homme non identifié a admis connaître Louann et a également reconnu qu'il avait séjourné dans les cabines en même temps qu'elle. L'interrogatoire a cessé quand l'homme a demandé un avocat. Sa voiture a été fouillée lors de l'enquête, mais cela n'a apporté aucune nouvelle piste aux autorités. Il n'a jamais été arrêté ou inculpé pour le meurtre et est décédé d'un cancer en 2004. Les forces de l'ordre ont rapidement découvert que Louann avait visité plusieurs tavernes dans les quartiers sud et de la ville dans la nuit du 8 mars. Elle a finalement rejoint le Village Inn, 221 East Jackson Street, vers 1h30 du matin. Selon des témoins, c'est ici que Louann a eu un échange désagréable et houleux avec un homme non identifié. Cet inconnu est différent de celui qui a été amené pour être interrogé et il est décrit comme mesurant 1,75 m, mince, blanc, âgé d'une trentaine d'années, avec des cheveux bruns jusqu'aux épaules, portant un manteau en cuir et des bottes de cow-boy. La nièce de Louann, Tara, interviewée par le Star Press en 2014, a raconté comment une cousine l'a emmenée sur les lieux des années plus tard. Selon Tara, cette cousine semblait connaître beaucoup de détails sur les personnes que Louann fréquentait et a dit que, cette nuit-là, Louann avait giflé l'homme avec qui elle avait eu un échange houleux et il lui avait répondu, je cite, qu'elle paierait pour ça plus tard. On ne sait pas si la cousine a été témoin de l'altercation ou si elle l'a appris plus tard, ni si elle a parlé aux autorités à propos de ces informations. La police a reçu 2 informations sur l'identité de l'inconnu du bar, sans jamais établir de lien avec Louann, bien que l'un des hommes ait des antécédents pour coups et blessures. Pendant un temps, l'affaire Louann a été liée à celle de Kim Weatherspoons, 27 ans, assassiné en février 1996. Autrefois, les 2 femmes vivaient à un pâté de maison l'une de l'autre et avaient toutes 2 été agressées sexuellement puis étranglées. Elles étaient aussi liées à des accusations de prostitution et de drogue. Plus tard, le lien entre les 2 a été écarté. Depuis lors, l'affaire de Louann s'est refroidie. Elle est brièvement réapparue en 2014 lorsque Ball State a mobilisé des étudiants en justice pénale et criminologie sur des affaires non résolues avec la police. Cependant, cette enquête supplémentaire n'a rien apporté de nouveau. Mary Oxley, la mère de Louann, est décédée en 2014 sans avoir vu justice pour le meurtre brutal de sa fille. Avant cela, elle et sa nièce Tara avaient exprimé leurs inquiétudes quant au fait que la police ne prenait pas l'affaire au sérieux et qu'elle se sentait insatisfaite de l'enquête. Louann a été inhumée au cimetière Elm Ridge, non loin de la tombe de son père. Son affaire reste à ce jour non résolue. Les meurtres à la hache d'Ardenwald. Au printemps 1911, William Hill, 33 ans, sa femme Ruth, du même âge, et ses 2 enfants d'un premier mariage, Philippe, 8 ans, et Dorothy, 4 ans, ont emménagé dans une cabane de 2 pièces, chambre et séjour, avec cuisine attenante située à Ardenwald, un quartier rural de Portland, Oregon. Selon tous les témoignages, la famille Hill était appréciée et paraissait ordinaire dans la région. William, ajusteur de tuyaux pour la Portland Gas Company, était décrit comme un travailleur acharné et discret, tandis que Ruth, qui avait divorcé de son précédent mari parce qu'il était alcoolique, était une ancienne mondaine dont le frère et le père étaient des avocats éminents de Portland. Il paraît que le 8 juin, Ruth est allée consulter son père et était, je cite, « troublée par quelque chose ». On ignore précisément le sujet de cette conversation. À part ce maigre renseignement, rien dans les faits et gestes de la famille avant leur meurtre n'indiquait qu'il y avait le moindre problème. Le 9 juin, à 8 h du matin, Sarah Matthews, l'épouse de C.W. Matthews qui habitait à côté, s'est approchée de la porte des Hill. Elle a frappé, remarquant le silence inhabituel qui régnait autour de la cabane. Ce matin-là, le mari de Sarah lui avait signalé ne pas avoir vu William quitter la propriété pour prendre le tramway vers son travail. C'était très inhabituel.
En attendant une réponse de ses voisins, Sarah remarqua que toutes les fenêtres de la cabane étaient étrangement recouvertes de tissu. Comme aucune réponse ne venait des collines, Sarah jeta un coup d'œil à travers un interstice de la fenêtre et fut alarmée de voir le corps ensanglanté de Dorothy, âgée de 4 ans, étendu sur le sol. Le shérif du comté, Ernest Mass, arriva rapidement sur les lieux après que Sarah et ses doublons eurent signalé le crime aux autorités locales. À l'intérieur, la maison était un véritable bain de sang. La police n'a d'abord pas trouvé le corps de William, puis l'a découvert sous celui de Ruth. Il avait été extrêmement bien dissimulé. Le couple a été retrouvé enlacé dans le lit. Ruth avait reçu 2 coups de hache et William avait été assommé. Les enfants ont été tués ensuite, également avec la hache. Il a été déterminé que la famille avait été tuée vers 0h45, comme l'indiquait une horloge cassée dans la cabane. Un voisin a aussi rapporté que son chien s'est mis à aboyer à ce moment-là. Les rapports varient sur l'identité de la victime d'agression sexuelle, Dorothy seule ou avec sa mère. Quoi qu'il en soit, les crimes étaient extrêmement violents, chaque membre de la famille ayant subi de graves traumatismes au visage et au crâne. Des empreintes digitales ensanglantées ont été trouvées sur Dorothy et le bras de Philip sans permettre aux autorités d'identifier un suspect. La hache utilisée lors des meurtres avait été laissée dans la maison, appuyée au bout du lit de Dorothy. Elle n'était pas de la famille Hill et les chiens ont suivi son odeur jusqu'à la véranda de Joseph Delk à 1 kilomètre. Des chiens de chasse ont été utilisés sur la scène du crime pour aider à trouver d'autres indices, mais malheureusement, ils n'ont rien trouvé. Les forces de l'ordre ont vite limité les mobiles possibles. Bien que certains bijoux aient disparu de la cabane, d'autres espèces et objets de valeur sont restés intacts, ce qui exclut le vol comme mobile. On pensait que le mobile de ce crime atroce était sexuel et qu'un pédophile en était peut-être responsable. Plusieurs suspects étaient impliqués dans le meurtre de la famille Hill. Edward Ramsey, un vagabond qui vivait dans les bois, piégeant des animaux et volant de la nourriture, fut la première personne à attirer l'attention des autorités lorsqu'elles commencèrent à enquêter, car on pensait qu'il avait fait l'objet de plaintes dans le quartier concernant un homme rôdant dans la région. Cependant, Ramsey fut ensuite innocenté de toute implication dans les meurtres. En mai 1917, Guillaume Riggin a avoué avoir tiré sur un homme en octobre 1915. Pendant ce temps, il a affirmé avoir vu les meurtres de la famille Hill. Riggin a déclaré qu'il avait rencontré Guillaume Flynn, un alias du vagabond Edward Ramsey, et un homme mexicain surnommé Brown à Oregon City, où ils ont élaboré un plan pour cambrioler des maisons locales. D'après Riggin, il a patienté 30 minutes devant la cabane des Hill et entendu les enfants crier à l'intérieur. Cependant, sans autre interrogatoire, le récit de Riggin a commencé à changer. Il a modifié son récit, affirmant qu'il avait en réalité participé au vol et au meurtre avec Ed Ramsey, et non avec Brown et William Flynn. Les 2 versions que Riggin a données aux autorités étaient truffées d'incohérences concernant la cabane elle-même, ainsi que d'autres détails importants. Il a ensuite été décidé que ces aveux ne pouvaient pas être considérés comme crédibles, car William Riggin a été jugé mentalement incompétent. Le 3e et dernier suspect dans l'affaire du meurtre de la famille Hill était un homme nommé Nathan Harvey, qui a été initialement inculpé des 4 meurtres en décembre 1911. Harvey, propriétaire de pépinière de 55 ans, avait eu un conflit de limite avec William et était aussi lié vaguement à divers crimes. En 1984, une femme de 18 ans a été retrouvée assassinée dans un champ de fraises appartenant à Harvey. Plus tard, un de ses frères a tiré sur leur mère avant de se noyer. Pendant l'enquête de la police auprès des voisins, plusieurs femmes ont déclaré que Harvey leur avait fait des avances déplacées et les avait insultées. Lorsque Harvey a été arrêté, le shérif Mass a déclaré qu'il avait la preuve absolue que l'homme de 55 ans avait pris le dernier train pour Ardenwald sur la ligne Interurban Railway qui est arrivée dans le quartier vers minuit 25, dans la nuit du 9 juin. 2 témoins se sont manifestés auparavant pour dire qu'ils avaient vu l'homme en question descendre du train à ce moment-là, à cette date. Lors de l'arrestation du propriétaire de la crèche, de nombreux habitants et soutiens d'Harvey, convaincus de son innocence, se sont manifestés. Un propriétaire terrien anonyme a confié à l'Oregonian que Harvey était, je cite, craint.
Malgré les preuves et théories sur le lien de Harvey avec l'affaire, les charges contre lui ont été abandonnées une semaine après son arrestation, en attendant une enquête approfondie. En février 1912, un juge a officiellement mis fin à l'enquête sur Harvey. Même après l'abandon des charges et la clôture de l'enquête, le frère et le père de Ruth continuèrent de croire que Nathan Harvey était responsable du meurtre de Ruth et de sa famille. On dit que le frère de Ruth est allé au bureau de Harvey dans sa pépinière et que, je cite, « le pistolet est parti tout seul ». Aucune charge n'a jamais visé le frère pour cette fusillade accidentelle. De nombreux enquêteurs en ligne ont souligné que le fils de Harvey, Corwin, qui avait 17 ans au moment des meurtres, a ensuite eu des problèmes liés au viol statutaire et à la pédophilie, purgeant même plusieurs peines de prison. Il semblerait qu'il préfère les garçons. On a supposé que Corwin était soit la première victime de son père, soit responsable, son père ayant alors couvert ou aidé d'une façon ou d'une autre. Hormis les théories sur Nathan Harvey, on pense que les meurtres à la hache de la famille Hill à Ardenwald sont liés à d'autres crimes similaires de la même période. Cependant, plus d'un siècle plus tard, il est probable que nous ne saurons jamais vraiment ce qui s'est réellement passé dans l'affaire des meurtres à la hache de la famille Hill à Ardenwald. Catherine Namath. Le 12 octobre 2002, Catherine Namath, 43 ans, s'est arrêtée à la cabane de ses parents au lac Loon, Wisconsin, pour récupérer de la nourriture dans le congélateur. Catherine était la seule présente, car ses parents étaient en partie plus tôt dans la journée pour descendre dans le sud pendant les mois d'hiver. Catherine, technicienne médicale et secouriste bénévole à Elko, a communiqué par radio depuis la cabane vers 19h12, disant, je cite, « Ici 96. Il y a un homme avec un imperméable, il a l'air négligé, et puis la radio s'est tue. » David et leur fils Nick sont arrivés à la cabane à 19h44, 32 minutes après sa dernière transmission. David avait essayé sans succès de contacter sa femme et il décida donc de prendre les choses en main pour découvrir ce qui se passait. Il ne s'attendait pas, cependant, à trouver Catherine allongée devant la cabane après l'attaque. Elle était encore en vie. David lui a demandé qui était son agresseur, mais la femme de 43 ans lui a dit qu'elle ne savait pas. Elle est décédée pendant son transfert en hélicoptère vers l'hôpital le plus proche. Décrite comme une personne gentille et attentionnée, Catherine avait passé le 12 octobre à faire des courses. Selon son mari David, le lac Loon était son endroit préféré. À leur arrivée, les autorités ont tout de suite pris en compte les preuves. Catherine avait clairement été poursuivie sur la propriété, tentant de repousser son agresseur. Elle avait reçu plusieurs coups de couteau lors de la lutte. L'acide désoxyribonucléique de l'agresseur inconnu a été retrouvé, mais aucune correspondance n'a été faite. La police a lancé une enquête approfondie, passant le quartier au peigne fin et interrogeant les amis et la famille. Leur enquête sur le meurtre de Catherine les a amenés à se demander si l'affaire était liée à une autre impliquant Catherine et son mari. David Namath était le chef des pompiers du service d'incendie d'Elko et il faisait actuellement l'objet d'une enquête aux côtés de Catherine pour détournement de fonds. Le couple était tous deux enquêtés et les dossiers des pompiers saisis comme preuve. Lorsque Catherine a appris l'existence de l'enquête, elle a appelé le bureau du shérif et a déclaré qu'elle souhaitait venir donner des informations complètes sur certains détails. La police a rapidement trouvé cela suspect lorsque 2 jours avant qu'elle ne doive se rendre auprès des forces de l'ordre pour donner des informations, elle a été retrouvée morte. David a finalement plaidé coupable de vol, conduite désordonnée et obstruction à un agent dans cette affaire. Malgré les soupçons persistants de la police envers Catherine et son lien avec l'enquête, aucune connexion n'a été trouvée. Une fois l'affaire de détournement de fonds close, les forces de l'ordre ont constaté qu'elles n'étaient pas plus près d'attraper le meurtrier de la femme de 43 ans. David, pour sa part, a affirmé ne pas savoir qui avait tué sa femme. La police a tenté d'obtenir plus d'informations en utilisant ce qu'ils appellent une audience John Doe. Une audience John Doe est utilisée pour les enquêtes qui sont contrecarrées ou entravées et peut servir à obliger des témoins à témoigner lors d'une audience secrète. Cela aide les forces de l'ordre à recueillir des informations de personnes peut-être réticentes à témoigner. 2 hommes connaissant David ont assisté à une audience John Doe, mais les autorités doutèrent de leur sincérité. L'un des hommes a ensuite été inculpé et condamné pour faux serment.
Les deux hommes étaient amis avec Mathieu Becker, employé du service d'incendie, ayant d'abord avoué le détournement de fonds. Il semble que ces deux hommes connaissaient bien la région d'Elko, après y avoir chassé. En 2007, 24 personnes ont subi un test acide désoxyribonucléique. Cela a ensuite été comparé aux preuves trouvées sur la scène du crime, mais la tentative de trouver des réponses dans l'affaire de Catherine a été vaine. Un article de 2008 indique qu'un homme affirmant détenir des informations sur le meurtre est mort avant d'être interrogé. L'homme, dont l'identité reste inconnue, est mort de cause naturelle à 42 ans. Sa rencontre avait été prévue pour le 22 février, et le 21 février, la police est entrée chez lui à Pittsville, saisissant un ordinateur entre autres choses. Cependant, cela n'apportait pas de nouvelles informations. En raison de son décès soudain, on ignore quel lien cet homme avait avec l'affaire, s'il en avait un. En 2012, la police avait une théorie sur le meurtre de Catherine, mais pas assez de preuves pour accuser quelqu'un. Ils ont gardé cette théorie secrète jusqu'à avoir assez de preuves. Cependant, ce jour n'est pas encore arrivé. Peut-être qu'il y a de l'espoir pour l'avenir, mais en 2020, l'affaire de Catherine Namat reste non résolue. Et voilà les faits. Laissez un commentaire ci-dessous avec vos théories et spéculations. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Si vous avez encore envie de contenu sur les faits divers, vous pouvez écouter le podcast Cold Case Detective dont le lien se trouve ci-dessous. Merci d'avoir regardé, restez vigilants, restez en sécurité et on se retrouve la prochaine fois.